Voilà, le genre de truc que je fais toute la journée. Là je mets des éprouvettes là-dedans. On va l'écraser jusqu'à que ça pète. On va voir à combien de kilonewtons ça monte. J'ai mon petit chrono pour noter. Ah bah voilà. Magnifique. Des fois on trouve des trucs sympas dedans. Bon, là c'est pas hyper intéressant. Quand même il y a 3 couleurs différentes. On peut se poser des questions. Après je sais pas. Les petits gâteaux là c'est moi qui les ai fait aussi. Ça c'est pour les essais de gonflement. Et là en face de moi c'est des carottages que d'autres gars sont allés prélever sur le terrain. Et après nous les reçoit au labo et on fait des analyses de tout ça. Voilà, donc c'est une dizaine de petits TP comme ça, comme des mini-jeux. J'ai une dizaine de trucs sur lesquels, selon les jours, un coup je vais faire ça, un coup je vais faire autre chose. Et voilà, je sors de mon dernier jour d'esclavage. Et voilà, magnifique. Magnifique. Ça c'est la liberté. Ça annonce la liberté. Ça. Bon les gars, je vous explique un peu ma situation. Là je suis chez moi dans le sud de la France. Je viens de finir mon esclavage. Donc j'ai fait 2 mois d'intérim dans mon petit labo là. J'en peux plus. J'en pouvais plus, j'en peux plus d'être chez moi, ça me rend fou. Me lever le matin, faire les bouchons, arriver, rester dans ma petite pièce, dans mon petit labo, là, faire mes petits machins tout pourris, là, et puis rentrer quand il fait nuit, ça me tue, j'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire. Puis après, quand je rentre chez moi, bah, je suis avec mes parents, tout ça, enfin, c'est pas la liberté, quoi. C'est pas la liberté du tout, je me sens comme quand j'avais 15 ans, ça me fait chier. Et donc là, je vais me faire un petit trip en Europe. Là. Ça fait depuis une semaine, en fait, comme j'ai arrêté l'esclavage, que je suis un peu sur mes démarches administratives pour tous les visas, tout ça. J'ai plein de trucs à acheter. Genre, moi, j'ai tout acheté maintenant tente, sac à dos, téléphone, GoPro, écouteurs, sac de couchage, tapis de sol, chaussures, un nouveau portefeuille. Voilà. Puis après, là, c'est tous les trucs pour les visas. Bon, je suis en train. J'ai des choses à faire. Je suis très occupé. Voilà, je prépare mon voyage. Donc, je rappelle, je vais partir genre mi-janvier. Genre vers le 20 janvier, je pars en Chine pour 3 mois, puis après Taïwan. Et là, je pars me faire un petit trip en Europe pour aller voir des amis que j'ai vu un peu, que j'ai accumulé un peu au cours de mes voyages. Donc je vais aller à Milan, puis je vais aller à Saarbrücken, à Bruxelles, j'ai 2 gars à voir, Paris, je vais faire mon visa pour Taïwan au passage, et Lyon, Briançon, je rentre. Donc je vais essayer de faire ça en 10 jours. Et après, il faudra que je passe mon permis moto en 3 semaines, histoire de l'avoir avant que je doive repartir pour la Chine, quoi. Donc voilà, je suis très occupé. Ce week-end, là, je vais à Milan, première étape. Et à Milan, en fait, j'y vais pas pour voir des amis, j'y vais pour un tournoi Yu-Gi-Oh! Donc il y a les gros tournois Yu-Gi-Oh! C'est les YCS, c'est les tournois qui ramènent genre 1500, 2000 personnes. Donc je vais participer à un. Donc ouais, comme j'étais un peu esclave et je me faisais chier chez moi tous les soirs, bah, je me suis reconstruit un deck. Donc c'est pas un deck très cher que je joue, c'est Zombie, donc c'est le deck prolo du moment un peu quoi, pour pas beaucoup d'argent, on peut avoir un deck potable, mais bon, comme tous les decks Yu-Gi-Oh, si tu veux avoir un bon side deck et un bon extra deck, et ben ça revient quand même cher rapidement, donc moi j'ai mis à peu près 300 euros là-dedans. À titre d'exemple, un deck du méta complet, c'est 700 euros, 800 euros. Donc voilà, j'avais déjà pas mal de cartes, j'en ai rajouté pour 300 balles quoi. Après voilà, c'est tout. Il y a des cartes que je pourrais ne pas prendre, tu vois, mais bon, comme je vais à Milan, autant marquer un gros coup quoi. Genre celle-là, je l'ai payé 30 balles, celle-là, je l'ai payé 80 balles. Voilà, ça va vite quoi. Et j'ai acheté un Nessie aussi. Un Nessie, je l'ai acheté 40 balles. Donc voilà, j'aurais pas non plus le deck complet tel que je le voudrais, parce que ça me fait chier de mettre trop d'argent. Il est où ce bâtard? Le Bigfoot. Putain, le Nessie. Bon bah je l'ai raté. Bon, tant pis, de toute façon, ça c'est pas le deck version finale. Il faut que le jour où j'arrive à Milan, il faut que je chope un vendeur rapidement pour récupérer les cartes qui me manquent. Bon voilà. Je vais filmer un peu sur place, ça va peut-être intéresser des gens. Voilà. Donc moi j'ai joué à Yu-Gi-Oh pendant à peu près 10 ans hein, en tournoi. Juste en local, j'ai jamais été un gros joueur qui joue méta, qui prend l'avion pour aller à des gros événements, etc.
toujours été un joueur prolo, comme j'étais étudiant, j'avais toujours des decks qui sortent un peu de l'ordinaire, avec des stratégies un peu perso, quoi. Et là, comme j'ai un peu d'argent, je me suis un peu plus lâché que d'habitude. Faut bien se faire plaisir, hein. J'ai pas travaillé pour rien non plus en Australie. Donc j'ai mis pas mal d'argent, j'avais mis 300-400 € là dans mon deck. Mais ça reste un deck qui n'est pas du tout méta, qui est complètement personnel. J'ai jamais vu quelqu'un encore jouer la même version de zombie que je joue actuellement. Donc c'est un mélange de zombie, de danger et de Phantom Knight. Donc voilà, moi je suis pas un gros joueur. En plus récemment j'ai pas beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! J'ai juste passé 3 journées là dans mon magasin. Depuis que je suis plus esclave, là, j'ai pu aller 3 journées jouer avec des gens réellement, quoi, pas jouer juste sur l'ordi, parce qu'en vrai c'est complètement différent. Honnêtement je sais très bien que je vais prendre une branlée, hein. Je vais me prendre une branlée, mais j'y vais pour l'ambiance, parce que c'est un plaisir de jouer à Yu-Gi-Oh! Puis aussi quand on perd en fait c'est pas si mal, parce que plus tu perds, plus tu joues contre des nuls. Donc plus tu peux avoir des adversaires de ton niveau, quoi. De toute façon là je me prenais un peu la tête là, parce que mon deck est pas optimisé à 100%. Il y a quelques cartes que j'aurais dû avoir mais que je n'ai pas, mais qui coûtent cher. Et j'ai pas non plus totalement pu playtest, enfin m'entraîner avec les decks du méta. Donc il y a des cartes que je connais pas trop, qu'on va me sortir pendant le tournoi et dont je connaîtrais pas vraiment les effets, etc. Mais bon, là j'en suis à un point où je me dis de toute façon faut que j'arrête de me prendre la tête. J'y vais comme ça, j'y vais avec mon équipe. C'est pas une équipe de Ligue des Champions, mais c'est un Saint-Étienne, quoi. C'est un Saint-Étienne Paris que je vais jouer, quoi. Voilà. Bon, ça se remplit, là c'est le matin, je viens d'arriver. Donc quand on arrive, le premier truc à faire c'est de remplir sa decklist comme ça. On marque sur un papier toutes les cartes qu'on a dans notre deck. Comme ça après les juges ils vont vérifier si on n'a pas des cartes interdites, limitées ou semi-limitées. Parce que normalement on a le droit d'avoir que 3 copies d'une même carte dans son deck. Et il y a des cartes qui sont limitées à 0, à 1 ou à 2, quoi. Donc voilà, là j'ai encore 40 minutes avant de commencer. J'aurais pu récupérer les cartes qui me manquaient. Donc ça c'est bien. Voilà, ça arrive lentement. Là on a la team BG 7 sur 10. Ceux-là ils ont pas l'air de rigoler. Donc une fois qu'on a rendu la decklist et qu'on a payé les 20 € d'inscription, on reçoit 5 boosters. Donc là-dedans, dans ce set de boosters, il y a une carte que je veux absolument, c'est Tsuchinoko. Donc si je la trouve maintenant, je suis dégoûté. Parce que j'aurais voulu la mettre dans mon deck. Mais elle coûte genre 50 €. Non, là c'est bon, elle y est pas. C'est un peu galère en tenant la deuxième ultra. C'est pas mal, 2 ultra rares, mais c'est des cartes qui valent rien quand même. Putain, encore une ultra. Ouais, ça c'est de la merde. Et le dernier. Ouais, y'a rien. Bon, les rails, là je suis à 1-1-1. Une victoire, un nul, une défaite. Mon premier match, je joue contre un fils de pute qui jouait FTK, donc First Turn Kill. Donc j'ai regardé jouer pendant 25 minutes. Moi je faisais rien. Et à la fin il m'a dit bon bah voilà, je gagne. Alors que j'ai même pas joué. Et la deuxième manche, je le nique. Et donc on a fait match nul, quoi. Deuxième, je joue contre un mec du méta avec le mec deck Ami Bull. Avec 3 en permanence, tous les hand trap et tout. Lui je l'ai défoncé 2-0. Après je jouais contre un mec qui jouait un deck un peu random. C'était Invoked. Et il m'a battu là, donc je suis à 1-1-1, voilà, neutre, moyen. En fait il n'y a que 40 minutes pour faire les rondes, vous voyez il y a le timer là-bas. Donc c'est pour ça qu'à la première game, comme le gars il jouait tout seul pendant 25 minutes pour faire ses combos, et on n'a pas eu le temps de faire la troisième game, donc ça a fini en match nul. Voilà, j'allais fumer une clope. Pour manger, il faut commander. Et pour commander, il faut faire la queue. Et en fait, on a le temps de faire la queue, et ça sera déjà la manche suivante. Donc là, il est presque 4 heures et je peux toujours pas manger. Con quand même. Ah oui, sinon je suis à 2-1-1. Donc 2 victoires, un nul, une défaite. Faut que je fasse que gagner, sinon je pourrais pas être qualifié pour le deuxième jour. Parce qu'à la fin du premier jour,
et ben on a que les 256 premiers qui sont qualifiés. Comme on est 1700, il faut faire beaucoup de victoires, quoi. En fait, c'est comme le foot, hein, une victoire c'est 3 points, un nul c'est 1 point et une défaite c'est 0. Donc un nul c'est pas bien parce que c'est comme dans le foot, quoi. Si on fait que des nuls, et ben on est dernier au classement, quoi. Et après le lendemain, il y a encore 3 rondes supplémentaires et les 32 premiers sont qualifiés pour faire de l'élimination directe. Donc ça s'appelle le top 32. Ouais, j'ai pu recharger un peu mon téléphone, là j'avais plus de batterie. Là j'ai fini ma journée, là il est 10h30 et mon train a 40 minutes de retard. Donc je vais sûrement pas rentrer avant minuit, quoi. Et après je me relève à 6h le jour suivant. Donc en fait là j'ai fini à 3-4-1, donc c'est assez dégueulasse. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de games qui sont assez représentatifs de Yu-Gi-Oh en 2018. Donc je vais pas aller dans les détails parce que c'est pas intéressant, mais bon, après j'ai joué contre un fils de pute de Rital qui jouait un deck en fait qui fait du burn, enfin des dégâts de burn. Donc il faut tout le temps regarder le temps parce qu'il restait 30 secondes. Il me dit à toi, il y a sa petite carte de merde là qui me fait perdre 400. Et donc j'ai 30 secondes pour gagner derrière, quoi. Parce que comme il n'y a plus de temps, et j'aurai 400 points de vie moins que lui alors qu'il a rien fait, il a juste mis une carte qui fait que je perds 400. Et donc j'ai joué en 30 secondes, j'ai vomi toute ma main, j'ai fait battle phase, attaque, j'attaque avec tout, et puis il avait les scapegoats, les boucs émissaires qui mettent 4 petits tokens, donc ça l'a protégé. Et putain, ça me dégoûte de perdre comme ça à chaque fois là, sur du time. Après j'ai joué contre un mec dont le deck c'était une espèce de combo qui fait que tu démarres avec 0 carte en main, donc pendant son tour il te fait tout défausser de ta main, et puis après t'as plus rien, donc t'as tout au cimetière. Donc la première partie je l'ai gagné parce que je commençais, donc j'avais de quoi poser des contres. Donc la deuxième partie il a commencé à faire ses combos, j'ai vu le temps, il restait 13 minutes. Donc j'ai direct rage quit, quoi. J'ai dit allez c'est bon, on va pas attendre, de toute façon le temps qui finisse ça sera terminé, donc il y aura plus de temps, donc ça fera draw. Moi j'ai pas envie de faire draw, j'ai pas envie de faire nul, j'ai envie de gagner, donc je lui donne la victoire sans même jouer. Et donc après je gagne. Et après j'ai joué contre un deck pendule, donc voilà, ça commence, il fait son tour, il fait son terrain dégueulasse de monstres qui annulent tout ce que je fais, donc je fais rien. Tour d'après, donc j'abandonne. Tour d'après, c'est pareil, sauf que c'est moi qui fais la même chose, donc je fais un terrain dégueulasse, il peut rien faire, donc il abandonne direct. Et après c'est à lui, et il commence et il fait un terrain dégueulasse, et moi je peux rien faire derrière, et je peux pas jouer. Voilà, c'est comme ça Yu-Gi-Oh maintenant. Quoi qu'il en soit, donc j'ai perdu, hein, je suis pas qualifié pour le deuxième jour. Donc voilà, en fait c'est pas grave parce qu'apparemment il y a un Régio demain, donc ils font 2 tournois en un en fait, il y a le Régio et l'YCS. Donc le Régio c'est en dessous de l'YCS, c'est qu'un seul jour, c'est que la journée de demain, et c'est un niveau en dessous des YCS. Donc voilà, demain je vais faire le Régio. Là c'était l'entraînement aujourd'hui, et demain ça sera une grande journée de compétition encore. Il y a un stream YouTube et Twitch en direct de l'événement pendant toute la durée de l'événement en fait. Genre là c'est les commentateurs, là c'est les gens qui sont dans les meilleures tables, enfin, qui sont au maximum de victoires possible, quoi. Avec les arbitres autour, ils sont en train de jouer, et sur les écrans on peut voir ce qu'ils font. Et ce qu'on voit sur les écrans c'est ce qui est sur YouTube et Twitch. Et là c'est les spectateurs. Parce que là on est au top 4 ou top 8 je sais plus. Donc c'est les finalistes, donc c'est intéressant à regarder. Bon les RL, je suis en Allemagne. Là je vais aller voir un pote ingénieur ici. Donc hier j'ai fini à 3-3 là, le régional Yu-Gi-Oh. Donc ça fait une journée, un week-end où j'ai été assez peu performant globalement. Mais au final maintenant avec du recul c'est assez normal, hein, parce que mon deck était quand même très peu stable. Et j'avais beaucoup de mauvaises mains dans lesquelles en fait je pouvais vraiment pas jouer, donc j'avais juste les cuisses écartées, et puis voilà, je me faisais bien violer. Donc voilà, mon deck y est pour quelque chose, et puis moi j'étais pas assez bon aussi. Je sais très bien que plusieurs moments je me suis rendu compte que je faisais des erreurs et que j'aurais pu avoir des bons coups à jouer, voire pouvoir gagner, mais qu'à cause d'erreurs de jeu, une mauvaise lecture de mon adversaire, je perdais. Bon, en tout cas ça m'a donné bien envie de continuer à jouer, parce que c'était vraiment un bon week-end. J'ai revu plein de gens que je connaissais de Lyon et de Nîmes, des joueurs. Bon voilà, de toute façon là j'ai commencé à vendre mes cartes, j'en ai déjà vendu pour 100 € presque avant de partir. Là, il me reste pas mal de trucs à vendre, et puis après de toute façon il y aura autre chose à faire, et quand je reviendrai dans 2 ans peut-être, je m'y remettrai, on verra. Voilà, il fait pas chaud ici en tout cas, hein. Je me les gèle. En vrai je sais exactement ce qu'il fallait changer. Genre là, les Phantom Knight, j'en avais beaucoup trop, j'en avais besoin que d'un seul avec les 2 épées. Ça, c'était inutile. Ça m'a fait chier toute la journée.
enfin, pendant les 2 jours. Et ça c'est trop de mettre 3 unizombies, 3 solitaires. 2 de chaque ça suffit. Parce qu'en fait c'est les mêmes, hein. Donc lui en fait il sert à aller chercher lui. Donc il m'en faut un seul en main. Et trop souvent j'en avais 3. Et je peux pas jouer les 3 dans le même tour, je peux en jouer qu'un seul pendant le tour. Donc après j'ai 2 cartes qui servent à rien dans ma main. Donc ça me bloquait dans mes actions. Donc il m'en faut que 4. Et il faut quand même que je puisse les piocher. Donc pour ça il faut remplacer. Il faut rajouter plein de dangers en fait. Les dangers ils me font piocher. Ils débloquent mes mains. Donc il me faudrait 2 Nissi de plus et 2 Tsuchinoko. Et Mothman aussi, il faut que je le remplace par un troisième Jackalope. Puis lui en plus il se défausse avec Greffeur, donc il me permet d'enchaîner mes combos. Voilà, si je revenais en arrière, eh ben, je rajouterais 200 balles dans mon deck. Et j'aurais pas regretté, je pense. Et grâce à mon 3-3, ils m'ont quand même gentiment donné un petit tapis de souris. Yu-Gi-Oh! Voilà. Avec la vampire Froline, je sais plus comment elle s'appelle. Très jolie. Alors par la suite, il s'est pas passé grand chose, hein, donc j'ai rien filmé de très intéressant supplémentaire. Par contre, il faut savoir que là, je suis à un jour de mon départ pour Shanghai maintenant. Et lors de mon séjour en France, en fait, j'ai validé toutes les étapes de ce que j'avais à faire, donc c'est très bien. J'étais venu pour voir la famille, pour passer le nouvel an, Noël avec eux. Je suis allé au ski un peu avec la famille aussi. J'ai passé mon permis moto, j'ai fait mon petit tournoi Yu-Gi-Oh! J'ai revu beaucoup d'amis en France et en Europe. Donc tout ce que j'avais à faire est fait. Et voilà, donc maintenant je vais partir donc sur de très bonnes bases. Voilà, donc pour ça j'ai acheté un sac et je vais faire un peu comme vous savez dans James Bond, au début à chaque fois il y a le mec qui présente le matos dont on a le droit pour la mission. Donc là je vais vous présenter tout ce que je vais prendre avec moi, comme ça vous serez bien informés de mes possibilités sur place. Donc ça c'est le Osprey Farpoint 40, c'est le sac un peu comme le Eastpak des voyageurs, quoi. C'est le sac le plus populaire je pense, 40 litres. Je vais prendre ça parce que bon, après avoir pas mal réfléchi, j'ai trouvé que c'était le meilleur sac possible. Vous voyez ce truc bleu là, c'est ce que je me suis fait en me tapant dessus au marteau pendant que je faisais de l'intérim. Et ça fait 2 mois que c'est là et ça part super lentement. Je pense que j'en ai encore pour 2-3 mois. On s'en bat les couilles. Bref, je vais partir avec ce sac qui est vraiment ultra léger, hein, parce que j'ai pas mis grand chose dedans. Franchement, je le prends avec le petit doigt comme ça, je le soulève. Pas de problème. Je pense que j'ai 5 kilos, pas plus. Et voilà, il y a toute ma vie là-dedans en fait. Absolument. Ma vie et ma maison. Je montre rapidement, même si c'est pas très intéressant. Donc là, j'ai mon harnais pour la GoPro, parce que j'ai acheté une vraie GoPro cette fois. Elle est là. Donc c'est pas une GoPro chère, mais c'est une GoPro, une vraie. Ensuite, là, j'ai une petite pochette avec toute ma connectique, donc chargeur téléphone, ordi, GoPro, etc. Mon ordi avec tous mes papiers, qui est ici. Mon sac de couchage en confort jusqu'à 0 degré. Donc en dessous de 0 degré, je meurs de froid. Une tente que je vais montrer après. Ça c'est tous mes habits, la pochette avec mes habits. Donc ça c'est la technique du ranger packing que j'ai vu sur internet, que je trouve assez rigolo. En fait on fait des recharges comme ça composées de 2 chaussettes, un t-shirt et un caleçon. Donc on les range comme ça et puis quand il y a besoin d'aller à la douche, tu prends un paquet recharge, hop tu pars à la douche. Et bah c'est une manière d'optimiser l'espace quoi. Donc j'ai mes 3 recharges comme ça et un short de bain que j'avais acheté 2 $ en Australie. Une serviette. Un tapis de sol gonflable, faut souffler dedans. Et c'est tout, voilà, toute ma maison s'arrête là. Et après je vais vous montrer les habits que j'aurai sur moi en partant, parce que j'aurai tout ça, plus ce que je porte sur moi forcément. Voilà. Il y a un truc que je précise en plus par rapport à ce sac, c'est que je l'aime bien parce qu'il est déjà très sobre, et parce que il est pas trop gros. Vous savez, souvent les backpackers, ils ont des gros sacs qui dépassent derrière la tête. On dirait qu'ils transportent avec une espèce de montagne. Et sur le coup, ils se font remarquer de loin, et quand ils vont par exemple dans les transports en commun, genre quand ils se retournent, et ben ils vont foutre un coup de sac à quelqu'un, tu vois. Et ils vont devoir toujours le poser par terre pour quand ils s'arrêtent, parce que c'est lourd. Ils vont essayer autant que possible de s'en délester par exemple dans un hôtel, avant de devoir partir. Moi, j'ai envie d'avoir toujours ma maison avec moi, mon sac avec moi. J'ai pas envie de devoir l'abandonner quelque part, etc. Et donc ça c'est bien. En plus, voilà, il est pas fluo comme certains touristes ont, vous savez, là les sacs jaunes ou verts là qu'on voit de super loin. J'aime pas me faire remarquer, voilà, j'ai envie d'être discret, mobile, flexible.
Donc c'est ça qui est vraiment idéal. Bon, on passe à tout ce que je vais avoir sur moi le jour du départ. Donc je vais avoir des chaussures comme ça que j'ai acheté 90 €, des chaussures de marche. Après je vais avoir un chino comme ça, un collant Uniqlo pour tenir chaud parce qu'il va faire froid, t-shirt manche longue, pull Sasuke, manteau délavé. Celui-là j'avais déjà au Japon, mais je prends exprès un truc dégueulasse parce que je vais devoir m'en délester quand j'arriverai à Taïwan après. Comme à Taïwan il fait chaud. Écharpe, bonnet. Voilà, et en plus de tout ça, je vais avoir une espèce de poche secrète comme ça c'est un truc qu'on met sur les couilles, qu'on met entre les couilles et le pantalon en fait. C'est une poche secrète pour mettre genre le passeport, les papiers, tout ça, parce que tous les proches font comme dire que la Chine c'est un pays abominable, que les Chinois vont essayer de me dépouiller, de m'agresser, etc. Donc voilà, ça les rassure que j'ai ça sur moi avec mes papiers importants. Comme ça, même si je me fais dépouiller mon portefeuille, mon téléphone, il me reste de l'argent, il me reste mon passeport. Je vais jouer le jeu au début, mais si je vois que ça sert vraiment à rien, je m'en débarrasserai. Donc voilà, c'est tout pour mon équipement. On passe à la tente. Alors voilà ma nouvelle tente, montée un peu à l'arrache, hein, j'ai pas tout à fait terminé la finition. Genre là j'ai pas mis ça, j'ai pas mis 2-3 piquets, mais c'est juste pour voir grosso modo la forme que ça a. Voir si c'était comme mes attentes, et c'est comme mes attentes, moi je trouve ça très bien. Vous voyez qu'elle est quand même bien plus spacieuse que celle d'avant. Celle d'avant, il fallait que je rentre en rampant et dedans je pouvais pas du tout bouger. Donc c'était vraiment pas confortable de passer du temps à l'intérieur. Alors que dans celle-là, là, bah, j'ai quand même... voilà, là j'ai de la place à l'intérieur là pour dormir. Et j'ai même de la place ici là dans l'entrée pour mettre par exemple mon sac à dos ou des trucs. Donc là-dedans je peux être assis, ça c'est agréable. Et d'ailleurs la tente prend moins de place que celle que j'avais avant. Celle que j'avais avant était très longue parce qu'il y avait des armatures en plastique ou en je sais pas quoi là, enfin pour faire tenir la tente debout, alors que celle-là elle tient debout en fait juste avec un pylône central. Donc le pylône central c'est un peu la contrainte de cette tente parce que il faudra toujours que je trouve un bâton pour pour que la tente tienne debout, ou alors il faudra toujours que je trouve une branche à laquelle attacher une corde qui descendra donc de la branche jusqu'au sommet ici. Donc c'est deux solutions pour faire tenir la tente, ou un bâton ou une corde ou une branche en l'air pour accrocher la tente. Voilà, normalement en fait c'est fait pour ceux qui ont des bâtons de randonnée. Vous savez, modulable un peu en hauteur, donc on met son bâton au milieu et puis ça tient. Mais moi j'irai sans bâton parce que c'est contraignant, je trouve, d'avoir des bâtons, ça me sert à rien en plus. Donc voilà, j'ai une petite contrainte par rapport à cette tente, mais je la trouve quand même très spacieuse, très agréable. Alors maintenant, je vais vous montrer mon itinéraire prévu pour la suite des aventures. Donc demain, je pars en Chine, je vais arriver à Shanghai. Shanghai, c'est là. Et je vais rester 1 ou 2 jours à Shanghai, puis ensuite, il va falloir que j'aille rapidement à côté de Changsha. Changsha, c'est ici. Et là-bas, j'ai mon ami Chang-Yi qui rentre avec sa famille dans sa ville natale pour passer le nouvel an en fait. Et donc moi, j'aimerais bien passer le nouvel an chinois avec lui et sa famille. Et le nouvel an chinois, c'est le 5 février. Donc voilà, j'ai pas énormément de temps. En stop, je suis un débutant. Ça va être une nouvelle expérience pour moi, donc je sais pas exactement comment ça va se passer. Je vais sûrement être un peu pas très doué au début, donc ça va peut-être prendre du temps. Donc je m'y prends à l'avance, quoi. J'aurai 10 jours pour y aller, quoi. Une fois à Changsha, je vais rester un peu autour. Il y a pas mal de belles choses à voir, apparemment. C'est pas mal de belles montagnes, de choses comme ça. Donc je resterai sur place. Et au bout de 30 jours en fait de présence en Chine, il faudra que je fasse une sortie de territoire. Je pourrais pas rester plus longtemps avec mon visa. Il va falloir que je sorte. Donc je vais prendre un avion pour Hong Kong. De Hong Kong, je vais re-rentrer en Chine. Donc là, ça me remettra 30 jours de visa. Une fois que je serai re-rentré en Chine, je vais faire du stop jusqu'à Chengdu, ici. Et à Chengdu, j'ai un ami anglais qui est professeur à Chengdu et c'est un mec que j'avais rencontré quand j'étais en PVT au début de mon expérience au Japon. Et donc j'aimerais bien le revoir parce qu'il était super sympathique. Et si tout se passe bien à Chengdu, je vais pouvoir rester un peu et étendre mon visa dans un bureau de l'immigration pour 30 jours supplémentaires. Alors ça, c'est pas sûr que ça marche, mais bon, en supposant que ça marche et que tout se passe bien, je pourrais ensuite donc réavoir 30 jours de visa et faire du stop tranquillement jusqu'à Fuzhou, ici. Et de Fuzhou, je vais pouvoir prendre un ferry qui m'amènera à Taïwan. Donc en fait, je trouve que le ferry, c'est la manière la plus virile de rentrer dans un pays, quoi, de mettre pied à terre dans une nouvelle terre. Donc j'ai envie de prendre le bateau en fait pour aller à Taïwan.
Et à Taïwan, j'aurai un visa de type vacances-travail. Donc comme j'ai fait en Australie et comme j'ai fait au Japon, je vais pouvoir rester jusqu'à 1 an en travaillant et en faisant un peu tout ce que je veux sans me préoccuper du temps sur mon visa, quoi. Voilà pour le planning.